Donc, sans trop tarder, on passe à l'autre session. Donc, il y a deux orateurs. Le professeur Qureshi qui va traiter la prise en charge des corps étrangers trachéobronchiques chez l'enfant. Et la deuxième conférence sera traitée par le professeur Hmamouchi. Donc, professeur Qureshi, c'est un professeur d'anesthésie et réanimation pédiatrique au CHU de Rabat. À vous la parole. Merci, Younes. C'est un réel plaisir de parler encore une fois, mais plus spécialement pendant cette séance. Il y a à côté de nous professeur Mouledris Alaoui. Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais je continue à m'inspirer de ce qu'il a initié à l'hôpital d'enfants et au service, et plus particulièrement des corps étrangers trachéobronchiques. Il a instauré un système sur lequel je me suis greffé moi-même, et il y a une continuité. Et c'est pour ça, vous l'avez bien remarqué, dans toutes mes présentations, je ne mets pas que mon nom, mais je mets le nom de toute l'équipe, et ici particulièrement pour la prise en charge des corps étrangers trachéobronchiques. Vous le savez bien, c'est un travail d'équipe 24 heures sur 24, donc personne ne peut dire que je suis le seul à faire les corps étrangers. Alors, il y a professeur Ktani, notre chef des services, qui nous chapeaute, mais il y a aussi professeur Bentalha qui n'est malheureusement pas avec nous. Le dernier recrue, c'est l'Arbi Tefeli, il est avec nous, il commence à faire les corps étrangers, et notre ami pédiatre, Naïma Hafidi, qui fait l'exception de faire les corps étrangers. Voilà, on est en train de lui apprendre à faire de l'anesthésie aussi, par moment. Donc vous le savez bien, les corps étrangers, c'est d'une urgence extrême chez l'enfant. Malheureusement, et encore, on n'a pas de registre national pour parler du nombre réel des corps étrangers admis à l'hôpital ou au niveau du Maroc. Je me suis inspiré des statistiques internationales et plus particulièrement de cette statistique américaine, où la chose qui choque le plus ou qui interpelle le plus, c'est que le corps étranger est la 4e cause de décès chez les enfants de moins de 4 ans. Donc c'est un sujet à prendre avec précaution. Vous le savez bien, il y a des corps étrangers végétaux et des corps étrangers inorganiques. Généralement, avant 3 ans, c'est les corps étrangers végétaux, et après 3 ans, c'est les corps étrangers généralement inorganiques. La localisation, elle peut être au niveau glottique, au niveau trachéal, au niveau, au niveau des branches, au niveau de la branche souche droite ou les branches segmentaires, au niveau à gauche, mais surtout à droite. Et cette prise en charge de corps étrangers a commencé depuis fort longtemps avec soi-disant des saignements, des antiémétiques, mais c'est ce monsieur qui a révolutionné la prise en charge des corps étrangers. C'est un ORL. Et d'ailleurs, ceux qui font la prise en charge des corps étrangers connaissent bien cette pince, la pince Killian. C'est la pince star, si on veut dire, avec laquelle on enlève la majorité des corps étrangers. Et donc, c'est un otorhino-laryngologiste. Il a enlevé pour la première fois un os de poulet incarcéré au niveau de la branche souche droite chez un adulte. Voilà. Après, je voudrais rebondir sur un thème ou bien un sujet, à chaque fois on le sort, qui doit faire les corps étrangers? Qui doit extraire les corps étrangers? Est-ce que c'est les anesthésistes qui doivent les enlever? Ou bien est-ce que c'est les ORL qui doivent les enlever? Est-ce que c'est des pédiatres formés qui doivent les enlever? Ou des ORL qui doivent les enlever? J'ai un petit peu examiné la littérature, et à chaque fois que je trouve un article qui part de l'extraction des corps étrangers, c'est sur un journal ailleurs qu'un journal d'anesthésie-réanimation. C'est des journaux de pédiatrie, journal d'ORL, journal de pneumologie, mais jamais un journal d'anesthésie-réanimation. Et les anesthésistes ne s'intéressent qu'à leur anesthésie. Comment faire l'anesthésie pour extraction de corps étrangers? Est-ce qu'il faut utiliser la lotane ou le sévoflurane? Est-ce qu'il faut ventiler en spontané ou en contrôlé? Donc c'est une question qui reste en suspens. D'ailleurs, j'ai assisté une fois à une conférence à l'ASFAR, et un anesthésiste a fait une présentation sur comment anesthésier pour extraction de corps étrangers. Et à la fin, j'ai levé ma main pour poser la question, chez vous, qui est-ce qui fait l'extraction des corps étrangers? Et il m'a regardé avec un air pour me dire, pourquoi tu me demandes cette question? Je suis anesthésiste, je fais de l'anesthésie, après l'extraction, je m'en fous. Bon, dans notre contexte, je ne vais pas trancher, je vais dire une simple chose. Nous devons tous faire les extractions des corps étrangers. On est encore dans un pays sous-médicalisé, et à chaque fois que quelqu'un peut acquérir l'expérience, qu'il soit anesthésiste, pédiatre, ORL, pneumologue,
on doit les faire pour éviter des causes de décès évitables. Voilà le message. Pour nous, anesthésistes, parce que la majorité ici, nous sommes des anesthésistes, mais aussi des pédiatres devant une urgence, que doivent-ils faire? Comment diagnostiquer un corps étranger devant une gêne respiratoire? Est-ce qu'il y a place à faire une évaluation radiologique? L'urgence du geste, faut-il la faire à l'admission du patient ou peut-on la retarder? Avec quelle procédure allons-nous procéder? C'est une bronchoscopie souple ou c'est une bronchoscopie rigide? Et pour nous, anesthésistes, quelle anesthésie allons faire? Est-ce que c'est une anesthésie en ventilation spontanée ou en ventilation contrôlée? Toutes ces questions, on va essayer de trouver des réponses à ces questions à fur et à mesure. Tout d'abord, ce syndrome de pénétration, le fameux syndrome de pénétration, c'est l'élément clé du diagnostic des corps étrangers. C'est un syndrome qui est brutal, qui est fait d'une toux quinteuse après des accès de suffocation avec un tirage, cyanose et cornage chez un individu antérieurement sain et à l'occasion d'un repas ou d'un jeu. C'est les parents qui vous rapportent que, à l'occasion d'un repas ou d'un jeu, l'enfant qui était antérieurement sain commençait à faire un tirage ou une toux qui ne cède pas. Les signes cliniques de ce syndrome de pénétration sont variables selon la localisation du corps étranger. Je vais insister sur le stridor et la dysphonie qui indiquent plutôt un corps étranger incarcéré dans les cordes vocales et les râles sibilants ou subcrépitants unilatéraux qui orientent plutôt vers un corps étranger qui est plus distal vers les branches. Mais aussi, on peut avoir des corps étrangers au niveau de la trachée qui sont asphyxiants. Ce syndrome de pénétration, il n'est pas présent à 100%. Il est variable selon les âges. Sur cette étude, j'ai trouvé que le syndrome de pénétration était maximalement présent à l'âge entre 1 et 2 ans. La toux est un signe sensible, mais il n'est pas spécifique. Si vous avez un enfant qui accuse, ou des parents qui accusent un syndrome de pénétration, mais que l'enfant a cessé de tousser ou il n'a pas toussé, ce n'est pas pour autant qu'on peut éliminer l'existence d'un corps étranger. Il faut toujours croire à l'interrogatoire. La dyspnée aussi n'est pas un signe spécifique. Un enfant qui a fait une dyspnée ou qui ne l'a jamais faite et actuellement il est bien, ça peut être encore un corps étranger. Tout ça pour vous dire que ces signes cliniques, que ce soit la toux, la cyanose, le stridor, le seul qui peut-être oriente vers un corps étranger incarcéré dans les cordes vocales. Donc tout ce syndrome de pénétration a une sensibilité et une spécificité médiocre et on n'a aucun signe dans 12 à 25%. Un enfant sur 4, il n'aura aucun signe et il a malgré ça un corps étranger. Devant un patient qui se présente aux urgences ou chez nous, il y a 3 situations auxquelles on doit faire face. C'est soit un syndrome de pénétration asphyxique, où le patient arrive en asphyxie aiguë, subaiguë, ou bien un syndrome de pénétration non asphyxique identifié, la famille a assisté à l'inhalation, ou bien un syndrome de pénétration non asphyxique, non identifié, personne n'a assisté, et probablement c'est un corps étranger. La question qui se pose devant un corps étranger asphyxique, ou bien en détresse respiratoire, est-ce qu'il faut le faire tout de suite ou le reporter? Probablement vous allez tous me dire oui, il faut le faire, mais la question qui va se poser, c'est pour les autres corps étrangers qui ne sont pas asphyxiques. Faut-il les faire tout de suite ou peut-on les reporter le lendemain? On sait bien que les urgences, on n'est pas tous présents, pas toute l'équipe est présente. On va voir avec les syndromes de pénétration asphyxique ou en aigu ou subaigu. Vous voyez ici un corps étranger incarcéré dans les cordes vocales. C'est des images, des vidéos de chez nous, de l'hôpital d'enfants qu'on a enregistré dans notre salle d'exploration. Donc là, vous avez une localisation laryngée. Personne ne peut contester que c'est un corps étranger qu'il faut enlever. Et même un jeune résident, pédiatre, de garde, un jeune résident d'anesthésie peut enlever ce corps étranger avec une pince de Magil. Donc il faut intervenir rapidement. Je me suis permis, professeur Younes, il est là ? Je me suis permis de rapporter une statistique qu'il avait mise dans son service. Heureusement, ces corps étrangers obstructifs ne représentent que 8% de la totalité des corps étrangers. Ce n'est pas très fréquent. Heureusement pour nous, ça nous laisse le temps d'intervenir. C'est le même résultat que j'ai trouvé sur une thèse au CHU de Fès qui parle de 7 à 8% de corps étrangers asphyxiants.
devant un corps étranger comme ça, vous voyez que le corps étranger, il est au niveau trachéal, il est complètement obstructif. Là, c'est incontestable, il faut aller rapidement extraire ce corps étranger. Mais la question qui se pose, si on n'est pas à côté d'une structure qui peut faire l'extraction. On nous a toujours transmis un message, et d'ailleurs je fais hommage à professeur Touri, il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a toujours dit, pendant votre garde, si vous avez un corps étranger asphyxiant tel que celui-là, intubez le malade, essayez de pousser le corps étranger en distalité. Donc c'est un geste qui peut vous sauver, rappelez-vous de ça, corps étranger asphyxiant, intubez le malade et essayez d'enfoncer votre sonde d'intubation jusqu'à ce qu'elle soit soi-disant sélective afin de pousser ce corps étranger. Maintenant, devant un syndrome de pénétration non asphyxique, la famille elle va assister à ce syndrome de pénétration. Elle va vous dire que mon fils a inhalé un corps étranger. Et dans notre contexte, c'est généralement, c'est ce que j'ai remarqué, c'est dans un niveau socio-économique très bas où on a le plus d'inhalation de corps étrangers. Donc c'est à l'occasion de jeux, au cours des repas, voilà un corps étranger qui est trachéal, mais qui n'est pas complètement obstructif. Ou bien ici, un corps étranger, vous voyez, il est sur la carène. Devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire l'extraction rapidement, en urgence, ou bien attendre le lendemain pour des conditions meilleures? Les plus utopistes vont dire oui, il faut le faire, je suis d'accord avec vous, mais faut-il qu'une équipe soit prête, mobilisable, ou si on veut imaginer un scénario meilleur, c'est qu'une équipe d'extraction de corps étrangers soit présente à l'hôpital 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas. Donc généralement, devant des cas de syndrome de pénétration des corps étrangers qui ne sont pas asphyxiques, on peut parfois retarder l'extraction de corps étrangers, mais à condition que ce patient soit sous surveillance étroite. Chez des patients qui viennent avec une légère dyspnée, on peut les admettre en réanimation en l'attente de les refaire le lendemain. Et j'ai trouvé cette étude assez parlante. Ils ont 92,6% de report au second jour pendant les heures ouvrables et ils n'ont pas trouvé de surmortalité ni de complications supplémentaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez une équipe non expérimentée, c'est plus dangereux de faire une extraction de corps étrangers par une équipe moins expérimentée pendant la nuit avec des ressources humaines limitées que de laisser ce corps étranger pour les jours ouvrables. Sinon, si vous devez faire l'extraction de corps étrangers, il faut les faire dans une ambiance propice, dans une ambiance saine et dans une ambiance où on peut surseoir à toute complication. Si c'est l'image de notre salle d'exploration, c'est une salle qui existe même au sein de la réanimation, où le réanimateur est présent, le médecin anesthésiste réanimateur ou bien le pédiatre, en l'occurrence, Dr Hafidi, avec un infirmier anesthésiste dédié à cette salle, et on est à côté, et on peut demander de l'aide à des réanimateurs qui sont à côté, soit au bloc opératoire, soit en réanimation en cas de pépin. Donc, n'essayez pas de faire des corps étrangers ou des extractions ou des manipulations dans une structure loin ou bien très éloignée des autres structures de réanimation. Troisième situation, c'est le syndrome de pénétration non asphyxique et non identifié. Et là, personne n'assiste au syndrome de pénétration et il se révèle par des complications, soit précoces, des bronchites, des bronchopneumopathies précoces ou bien des tardifs à type d'abcès ou des bronchopneumopathies tardifs. Là, c'est un corps étranger jusqu'à preuve du contraire. Et il y a une attitude à faire, on est d'accord, il faut explorer. Mais comment explorer? Soit par des examens complémentaires, soit aller directement faire de la bronchoscopie pour voir est-ce qu'il y a un corps étranger ou non. Les examens complémentaires, c'est la radiographie de thorax, la TDM et la bronchoscopie virtuelle. Ou bien, il faut aller faire une bronchoscopie rigide ou souple. La radiographie de thorax, elle montre des signes directs lorsque le corps étranger est radio-opaque, on est d'accord. Mais 95% des corps étrangers sont radiotransparents et on ne peut pas voir. Et voilà une étude ici qui montre que la radiothorax a une sensibilité et une spécificité qui sont médiocres. On peut avoir des corps étrangers alors que la radiographie est normale,
on peut ne pas avoir des corps étrangers alors que la radiographie est normale. Elle est parlante, lorsqu'on la fait en expiration, on a un trapping, elle peut nous orienter vers un corps étranger ou elle peut montrer le corps étranger qui est radio-opaque. La place de la bronchoscopie. Là, je vois venir les anciens qui vont me dire pas de place à la scanographie, il faut aller plutôt vers la bronchoscopie. Non, la tomodensitométrie a montré son intérêt pour identifier les corps étrangers qui ne sont pas vraiment urgents. Et là, plusieurs études, d'autant plus que la bronchoscopie n'est pas dénudée de risque. Il y a un risque de morbidité et un risque de mortalité par des arrêts respiratoires, par de la désaturation. Alors, je vais un peu écourter parce que j'ai... 3 minutes. Okay. Le scanner montre une sensibilité, une spécificité qui approche les 75, les 77%. Surtout ce qu'on appelle les scanners low dose. On injecte une dose minime et on fait des coupes très très fines pour identifier les corps étrangers. Encore plus, les bronchoscopies virtuelles. C'est quoi la bronchoscopie virtuelle? C'est un scanner normal, mais qui a un logiciel de faire une reconstruction des branches et on peut identifier les corps étrangers. Donc avec la bronchoscopie visuelle et le scanner low dose, on peut détecter et on peut nous passer d'une bronchoscopie qui est malheureusement peut être inutile. Et donc voilà un algorithme où il intègre ici le scanner. Lorsqu'on a une urgence, une dyspnée, bien sûr il faut aller évaluer par bronchoscopie. Si on n'a pas d'urgence, on peut aller vers un scanner. Si le scanner est positif, on évalue par bronchoscopie. Si le scanner est négatif, on peut surseoir à la bronchoscopie. Je passe le scanner. La préférence, est-ce qu'il faut préférer la bronchoscopie rigide ou la bronchoscopie souple? Chez nous, on préfère la bronchoscopie rigide, c'est toujours la bronchoscopie rigide qu'on a réalisée, mais la bronchoscopie utile aussi sur des cas comme ça. On a un granulome inflammatoire important, on a du saignement, la bronchoscopie souple nous permet d'aspirer en même temps et de nettoyer et de visualiser mieux les branches. Nous, on utilise la bronchoscopie rigide pour les extractions de corps étrangers. On a publié cet article sur les extractions d'épingles par bronchoscopie rigide. Voilà une extraction d'épingle qui est faite par bronchoscopie rigide. Bon, je vais peut-être passer pour ne pas prendre plus de temps. Quelle ventilation pour les anesthésistes? Si vous avez un bronchoscopiste, un manipulateur et que vous vous occupez que de l'anesthésie, qu'allez-vous préférer? Est-ce que vous allez faire cette extraction sous ventilation spontanée ou bien sous ventilation contrôlée? Je vous laisse regarder, chacune a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal de la ventilation spontanée, c'est que le patient risque de tousser pendant la procédure et il risque de mobiliser, c'est le risque majeur qu'il mobilise le corps étranger, mais on a trouvé que une anesthésie intraveineuse totale peut être faite et elle est complètement safe avec un protocole bien défini du propofol à la seringue autopulsée, du remifentanil à la seringue autopulsée et la lidocaïne en pulvérisation sur les cordes vocales. On utilise encore chez nous la ventilation inhalatoire en association avec du propofol en réinjection pour faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Les corps étrangers qui sont assez récents, qu'on voit qu'ils sont très très faciles à extraire, on les fait en ventilation spontanée. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un corps étranger ancien, on sait qu'il y a un granulome inflammatoire, il y a un risque de saignement, on passe à la ventilation contrôlée, d'autant plus qu'on a les curares et la décurarisation. N'est-ce pas? Bon, je finis par un mot de prévention. C'est une étude ancienne israélienne. Ils ont commencé à prévenir, à parler des corps étrangers dans les médias, parler de ça. C'est ce qui nous manque. Il faut qu'on fasse des campagnes de sensibilisation autour de nous pour les corps étrangers, parce que c'est des causes de décès qui sont évitables. Si vous devez faire des corps étrangers, ne les faites jamais dans un coin, faites-les correctement dans une salle dédiée, bien équipée. Je vous remercie. Merci, professeur Ala. On enchaîne avec professeur Hmawouchi, puis après on...
Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Association des réanimateurs de Tanger d'avoir choisi ce thème. Qui concerne l'enfant. Je vais parler des détresses respiratoires chez l'enfant. C'est un thème qui est quand même un peu très très large, qui touche principalement les pédiatres qui font de l'urgentologie, les réanimateurs pédiatres qui font que de la pédiatrie, et peut-être aussi bien sûr les anesthésistes réanimateurs. Donc aborder ce thème, j'ai essayé d'être un peu pour le pédiatre qui fait de l'urgento et un peu pour les réanimateurs. Donc la définition est simple, c'est une capacité de l'appareil respiratoire à assurer une hématose correcte, donc une normoxie, une normocapnie. C'est une urgence qui est très fréquente et inquiétante chez l'enfant. Le diagnostic est principalement clinique, on va le voir. Et il faut surtout faire attention que la détresse respiratoire n'arrive pas à l'arrêt cardio-respiratoire s'il est négligé un peu et l'enfant s'épuise, aboutissant à la bradypnée, à l'arrêt respiratoire. Donc c'est pour cela qu'il faut anticiper et dans l'évaluation de la gravité et dans la prise en charge. C'est une situation très très fréquente. Là, c'est des données des registres américains des urgences d'adultes concernant à peu près 300 000 urgences aux États-Unis. Sur celui de gauche, on voit un peu les causes respiratoires viennent en troisième plan. Et si on voit un petit peu de l'autre côté, par rapport à l'âge, 30% des urgences sont des urgences liées à la détresse respiratoire, qu'il soit chez l'enfant de moins de 1 an et chez l'enfant de 1 à 9 ans. Donc c'est une urgence qui est quand même très très fréquente. Cette étude-là française montre la même chose, 10% des motifs d'appel de SAMU, à peu près 30% des transports de SMUR pédiatriques, 30% d'admissions aux urgences pédiatriques, 36%, pardon, je ne sais pas comment revenir, 36% des motifs d'admission en réa pédiatrique, en sachant que s'ils sont correctement pris en charge, la survie est bonne et le pronostic est normalement est bon. Donc la mortalité, elle est faible, bien sûr, si on anticipe. Ici, il n'y a pas de facteur de risque, on va les voir. Là, à ce moment-là, la mortalité augmente. Le diagnostic positif et clinique, c'est très important. En voyant principalement, c'est de la sémiologie de base, c'est la modification de la fréquence respiratoire, polypnée et bradypnée jusqu'au l'apnée, les signes de lutte et la cyanose. Donc ces trois paramètres déjà permettent de faire le diagnostic. L'examen clinique, l'inspection de l'enfant déjà permet aussi d'avoir une idée sur l'étiologie, en voyant l'enfant comment il respire, mais aussi en entendant l'enfant. Donc lorsqu'il s'agit d'une dyspnée bruyante, c'est une origine obstructive. Et inspiratoire en 2 temps expiratoire, ça nous permet aussi de s'orienter vers l'origine de l'obstruction, qu'il soit laryngée, trachéale et ou basse. Donc là, inspiratoire, c'est principalement une obstruction nasale, rarement, principalement chez le nouveau-né, mais rarement chez le nourrisson. Pharyngée ou laryngée. En 2 temps, c'est surtout le corps étranger obstructif, comme il était abordé, et la compression extrinsèque, notamment par exemple les anomalies d'acte vasculaire ou des tumeurs compressives. Et la dyspnée expiratoire, c'est principalement la bronchiolite, la pneumopathie, le corps étranger distal. Donc en gros, comme je vous ai dit, en voyant l'enfant aux urgences, c'est un petit schéma. Déjà, on le voit en position assise. Ça, c'est très important parce que c'est la position qui l'arrange et ça lui permet d'avoir la saturation que vous êtes en train de voir. Il faut surtout le laisser dans cette position. Il y a les signes de lutte, le tirage, la cyanose, le stridor qu'on entend à l'inspiration. On peut entendre des sifflements expiratoires, on peut entendre un gênement expiratoire. Donc ce n'est qu'en voyant l'enfant et en entendant comment il respire, on va rapidement faire le diagnostic positif, mais aussi s'il s'agit d'une dyspnée inspiratoire avec stridor, on va savoir est-ce que c'est laryngé, c'est trachéal ou c'est bronchique pulmonaire. Bien sûr, on peut voir aussi un enfant à un stade évolué où il est confus avec trouble de conscience, qu'il soit en rapport avec l'hypoxie et ou l'hypercapnie. En coma peut-être parce que l'hypoxie est très avancée. On va voir des petits signes aussi sympathiques, notamment la tachycardie, la confusion, j'en ai parlé, donc c'est très important. Encore une fois, le diagnostic de la détresse respiratoire est clinique, positif, mais aussi de gravité parfois. L'interrogatoire des parents est aussi important. D'ailleurs, le nourrisson, lorsqu'il vient aux urgences, vous avez déjà le diagnostic fait par la maman qui est affolée, tout le monde est au courant qu'il y a une détresse qui est venue aux urgences. Donc, maintenant, c'est très important de revoir un peu, une fois que l'enfant est stable, de revoir les parents pour savoir les circonstances de survenue, aiguë ou progressive, fébrile ou pas. C'est très important. Est-ce qu'il y a un terrain à risque ou pas? Ça nous permet de savoir l'étiologie, mais aussi de prédire le pronostic, c'est éventuellement un terrain à risque, notamment ce qu'on va voir après. Les examens, bien sûr, il faut aux urgences mesurer la saturation, ça c'est un paramètre important.
Puis, il y a des corrélations, par exemple, les battements du DNA, c'est une PaO2 inférieure à 80 mm de mercure. La cyano, c'est au-dessus de 60 mm de mercure. C'est-à-dire qu'il y a des signes cliniques qui vous prédisent déjà le degré de gravité de la détresse et de l'hypoxémie. Les examens paracliniques, c'est principalement la radiothorax, parfois les gaz du sang pour voir un peu le degré d'hypoxie et d'hypercapnie s'il existe. Puis bien sûr, en fonction des étiologies qu'on va voir, on peut être amené à demander d'autres explorations inflammatoires, PCR éventuellement. Mais en gros, inspection, examen clinique, maximum radiothorax, on est déjà orienté vers peut-être 80% des étiologies des détresses respiratoires. C'est très important d'interroger les parents pour détecter les T1 à risque, parce que ça modifie la mortalité et la morbidité et la durée de 6 jours en réanimation. Ces terrains à risque sont principalement l'âge inférieur à 6 semaines, la prématurité avec un âge corrigé inférieur à 3 mois, les cardiopathies sous-jacentes, et Dieu sait combien ils sont fréquents chez nous et qui ne sont pas pris en charge, donc c'est des malades qui décompensent par la détresse respiratoire, et souvent ils ne sont pas connus porteurs de cardiopathie congénitale, l'immunodépression qui parfois existe, qu'ils soient innés sur un déficit congénital immunitaire, ou parfois on a eu des malades qu'on a hospitalisés pour des bronchiolites simples, mais qui s'aggravent, qui passent au SDRA. Lorsqu'on fait l'exploration, on trouve des séropositifs chez des mamans qui sont HIV positives non connues. Donc ce terrain-là, il ne faut pas le négliger en pédiatrie. Surtout souvent, on ne connaît pas l'histoire de l'enfant. Et bien sûr, les pathologies pulmonaires qui sont souvent connues, la mycoviscidose, les bronchodysplasies, les hypoplasies pulmonaires sur les antécédents diaphragmatiques par exemple, dans certains cas rares, les scolioses, surtout sur myopathie. Et j'ajouterai les IMC, les infirmoteurs cérébraux chez nous. C'est des malades qui viennent beaucoup aux urgences en détresse respiratoire et qui passent souvent en réanimation parce que c'est des malades qui ont des problèmes respiratoires, des déformations thoraciques. Donc c'est un terrain aussi à risque qui n'est pas retrouvé dans la littérature, que je n'ai pas retrouvé en tout cas dans cet article. La prise en charge initiale et globale, c'est symptomatique principalement. Il faut bien sûr être un peu au moins à deux et appeler à l'aide lorsque vous avez une urgence surtout extrême. Respecter la position spontanée de l'enfant, on l'a dit. Monitorer correctement l'enfant. Évaluer rapidement la gravité, tout en assurant les mesures de base de la réanimation. Et bien sûr, l'oxygène, l'administration de l'oxygène qui peut être par différents moyens. Commençons bien sûr par le masque à haute concentration. Et généralement, dès qu'on rassure, en dehors des détresses vitales graves qu'il faut intuber sur le champ, on arrive à avoir une stabilité de l'enfant, le temps qu'on voit un peu plus clair, le temps qu'on prévoit éventuellement un plateau d'intubation correct dans de bonnes conditions. Là maintenant, c'est un schéma qui décrit un peu la sémiologie de la dyspnée, obstructive, bruyante, avec syndolite lorsqu'ils sont inspiratoires, on a dit, qui peut être nasale, principalement chez nous, notamment la trisite équine, par exemple. Puis laryngée inférieure à 1 mois, c'est surtout les malformations. Inférieure à 6 mois, c'est principalement les laryngite sous-glottiques, on va les voir juste après, les épiglottites, les corps étrangers obstructifs, puis parfois les RGO, mais c'est rare. Et en 2 temps, c'est surtout trachéal, qu'il soit compressif ou corps étranger obstructif. Obstructif, bruyante, expiratoire, c'est principalement la bronchiolite virale, l'asthme du nourrisson ou de l'enfant, les corps étrangers distaux et puis d'autres pathologies. Lorsqu'il y a une dyspnée non obstructive, c'est les pneumopathies, mais aussi d'autres pathologies non respiratoires. Même la déshydratation, parfois, un choc hypovolimique chez un nourrisson, il vient souvent en détresse et c'est le premier signe d'appel alors qu'il a un choc hypovolimique. On va essayer de voir maintenant étiologie par étiologie. Là, c'est la laryngite aiguë, le fameux croup. Donc, c'est une infection virale des voies respiratoires qui fait 3 à 5% de toutes les consultations en urgence pédiatrique. 6% qui indiquent l'hospitalisation, 1% à peu près s'intube et 0,5% meurt. Généralement, c'est une pathologie très fréquente des urgences pédiatriques qui n'est pas très grave, qui est liée principalement à des viroses. La même chose dans les statistiques américaines, hein, c'est la même chose que ceux qui sont dit précédemment, donc 3%, avec 5% d'hospitalisation et 1 à 3% d'intubation. Toujours, devant toute détresse respiratoire, il faut chercher encore une fois un terrain à risque. Généralement, il y a souvent quelque chose qui est caché. Dans les laryngites, par exemple, c'est principalement l'enfant qui a un âge moins de 3 ans, la prématurité, le reflux gastro-œsophagien. Et lorsque la laryngite récidive, il faut faire attention, il faut penser à faire la laryngoscopie et parfois on trouve des choses. Donc c'est juste pour ne pas retenir toujours les laryngites en rapport avec une virose.
La prise en charge, il est bien codifié par des recommandations de différentes sociétés savantes. Là, en gros, le diagnostic clinique, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est que l'humidification d'air n'est pas recommandée. Les deux thérapeutiques à mettre en œuvre, c'est principalement la corticothérapie et l'adrénaline inhalée. Hein. Donc, c'est ça. Et puis, en cas d'intubation, il faut faire attention. Toujours, il faut intuber avec une sonde qui n'est pas trop grande, petite, 0,5 de mois, et dans le sevrage, on a eu quelques cas à gérer en réanimation, c'est des malades difficiles à tuber, et il faut se baser sur les fuites, le monitorage des fuites par le respirateur pour savoir est-ce que l'enfant s'améliore ou pas, et ça nous permet de savoir une idée sur la régression de l'œdème laryngé. Le diagnostic, bon, les deux pathologies qui font confusion avec la laryngite, l'épiglottite et la laryngotrachite, c'est l'épiglottite, c'est principalement l'épilus influenzae, qui est beaucoup moins actuellement avec la vaccination. Et les deux sont des pathologies à beaucoup de température. L'état général est altéré. L'épiglottite, c'est des enfants qui ne peuvent pas se mettre allongés. Et d'ailleurs, il faut faire attention lors de l'intubation. Et la thérapeutique, c'est surtout l'antibiothérapie. Le corps étranger, il était abordé par mon ami, je ne vais pas s'étaler dessus. La crise d'asthme sévère ou l'exacerbation sévère de l'asthme, donc là, c'est des recommandations de la SRLF en matière de la prise en charge. Pas besoin de faire des examens complémentaires. Il faut chercher aussi des terrains à risque, notamment un asthme maltraité ou non traité du tout, une sensibilisation allergique exagérée, des antécédents d'hospitalisation pour asthme et une exposition au tabagisme passif. Il ne faut pas administrer les bêta-2-mimétiques par voie intraveineuse, ça c'est connu, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Ça, j'ai repris les recommandations liées à la pédiatrie. Il faut administrer bêta-2-mimétiques en nébulisation, en associant un traitement anticholinergique, et à la fin, surtout, c'est le bromure du pratropium qui rend beaucoup service. C'est l'atrovent à la dose de 0,25 mg toutes les 8 heures. Donc, et puis, là, pas d'indication à l'antibiothérapie, bien sûr, sauf s'il y a une surinfection, et la corticothérapie est indiquée. Dernière mesure thérapeutique et importante et sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est le sulfate de magnésium. On a l'habitude de... Ça rend énormément service chez les enfants en asthme aigu grave, limite intubation. Donc, c'est une recommandation forte des experts. Généralement, la dose entre 20 à 40 mg kg sur 1 heure, qu'on peut répéter éventuellement, et généralement, ça se passe bien. Bon, c'est vrai que dans les recommandations, c'est dit qu'il faut monitorer et tout, mais généralement, c'est un médicament qu'on passe en réanimation, et les patients sont correctement monitorés. Donc, le sulfate de magnésium rend énormément service, il permet d'éviter l'intubation, et Dieu sait combien il est difficile chez ce type de terre, chez l'enfant. Là, la bronchiolite, c'est une pathologie extrêmement fréquente. Cette année, on a vu un peu, par rapport au Covid, qui était un peu décalé, mais généralement, c'est la période hivernale. 30% de la population des nourrissons, dans une étude française, je pense. Première cause de détresse respiratoire chez les nourrissons, avec surtout entre 2 et 8 mois. Et le VRS est le champion des virus. 5% d'hospitalisation, 2 à 3% en réa. Et vous voyez que la mortalité passe de 1 à 7% jusqu'au 40% s'il y a un terrain à risque, notamment le prématuré, notamment les cardiopathies. Donc attention, c'est vrai, les bronchiolites virales, souvent c'est un diagnostic pour moi d'élimination, parce qu'il est rapidement on étiquette BV chez tous les enfants qui viennent, qui sifflent un peu, qui sont petits, mais parfois il peut cacher d'autres pathologies, il faut vraiment faire attention. Donc tout ce qui est dyspnée sifflante, donc il faut penser aux autres étiologies, là c'est les diagnostics différentiels d'une dyspnée sifflante. Là, on indique qu'il faut toujours faire attention au terrain à risque, notamment l'enfant, c'est les mêmes qui se répètent, inférieur à 35 semaines d'aménorrhée, de prématurité, inférieur à 3 mois d'âge corrigé, éventuellement une cardiopathie, et puis les pathologies respiratoires sous-jacentes. Les viroses qui sont impliquées, c'est principalement le VRS, mais il y a beaucoup de co-infections. Dans cette série chinoise, il y a des co-infections virales. Parfois aussi, il y a l'association de virus et de bactéries. C'est très important. Franchement, nous, on fait beaucoup de PCR. Je pense qu'on va la voir juste après. C'est ça. Beaucoup de PCR. C'est vrai que ça apporte pas beaucoup pour la prise en charge thérapeutique, mais ça, premièrement, c'est épidémiologique si on veut faire un peu de l'épidémie de la région, mais ça nous rend service par rapport à, au moins, on a quelque chose à mettre sur la dent, comme on dit, vis-à-vis de la famille. Surtout, parfois, c'est des malades intubés, ventilés, graves. Et lorsqu'on a 1 ou 2 virus, bien sûr, après avoir éliminé les autres causes qui peuvent être responsables de cette détresse, mais au moins on a déjà pour parler aux parents, puis on a quelque chose à mettre sur la dent encore une fois, mais c'est un sujet de discussion. Hein. Mais chaque fois qu'on peut faire une PCR multiplex, et maintenant on peut la faire même avec la Covid, sur le même prélèvement nasopharyngé, ça rend beaucoup service.
Les recommandations des bronchiolites, vous les connaissez, il n'y a pas grand-chose à donner. Hein. Il y a énormément de choses qui ne sont pas recommandées et qu'on fait tous les jours, qu'on fasse tous les jours. L'utilisation de l'adrénaline n'est pas recommandée. Le sérum salé hypertonique, qu'on fait beaucoup, la nébulisation avec le sérum salé hypertonique, le salbutamol inhalé, la corticothérapie. Dans cette méta-analyse, il n'y a pas grand-chose qui sont recommandées. Dans celle qui est en bas, je pense, c'est canadien, c'est l'oxygène et l'hydratation, puis ils mettent un peu évidence, possibilité d'utiliser la nébulisation en adré, l'aspiration bien sûr nasale, puis la kiné chez les malades qui sont encombrés. Bon, en gros, les recommandations ils sont très très limitées par rapport au traitement qu'on peut mettre chez ces bronchiolites virales. Qu'en est-il du Covid, du Covid-19? Il faut savoir qu'il peut causer bien sûr et des bronchiolites, mais aussi des pneumopathies, mais dans la littérature, j'ai vu pas mal d'articles, je n'ai pas voulu mettre beaucoup tous. Et il est moins agressif que tous les autres virus et pneumopathies. Donc ça, c'est une méta-analyse, je pense. C'est une étude qui montre que la gravité et clinique et biologique et de morbimortalité de l'infection à SARS-CoV-2 n'est pas, il est beaucoup moindre que les autres infections virales ou bactériennes. Donc pour le moment, chez l'enfant, on sait qu'il cause d'autres choses, notamment le syndrome inflammatoire systémique, mais le respiratoire, il n'est pas en cause dans les détresses respiratoires au moins graves. Là, c'était les bronchiolites. Un petit mot sur les pneumopathies. Donc, les symptômes sont toujours les mêmes. C'est la fièvre. La fièvre, c'est la même chose. L'hypoxémie, CRP élevé. Les pneumopathies qui arrivent en détresse, c'est beaucoup plus des pneumopathies qui étaient gérées en ville. Deux possibilités. Soit qu'il était géré avec le pédiatre, et ça ne s'améliore pas. Il continue de la faire 39-40 avec beaucoup plus, parfois, un bilan inflammatoire demandé par le pédiatre élevé. Et c'est des malades qui sont hospitalisés, parfois par les pédiatres pour des pathologies un peu pédiatriques banaux, mais qui ne passent pas et qui s'aggravent. Les germes, principalement le pneumocoque, l'hémophilus, le staph et les germes atypiques, c'est la même chose qui était retrouvée dans cette série, je pense, turque. Donc le pneumocoque, le para-influenzé, puis dans beaucoup de 58% de cas, on n'a pas de germes. Par rapport à l'antibiothérapie, les recommandations sont en faveur de l'amoxicilline toute seule, au maximum l'amoxicilline plus l'acide clave. Donc c'est la même chose comme recommandation. C'est ce qui était utilisé dans l'étude turque, c'est à peu près la même chose. Mais dans certains terrains, notamment le mycoviscidum, ça peut être amené à penser à l'hémophilus, c'est-à-dire cas par cas. Mais en gros, c'est une antibiothérapie de première intention, je dis. Mais souvent, on est amené à changer cette antibiothérapie. C'est une pathologie qui se complique et en pulmonaire avec des effusions, avec des épanchements, avec des pyothorax, avec une nécrose pulmonaire parfois, et systémique en méningite, en péricardite. Ils peuvent même donner un syndrome inflammatoire systémique. Donc les pneumopathies peuvent se compliquer. On les voit nos réanimateurs en détresse lorsqu'ils se compliquent, soit par épanchement, soit une complication systémique. 5 minutes. 5 minutes. OK. Un petit mot sur le SDRA. Bien sûr, on ne peut pas parler de certains patients qui vont se présenter en urgence de détresse respiratoire vont aboutir au syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Là, cette étude-là, les atteintes respiratoires représentent 35% des étiologies du SDRA. Là, vous voyez un peu, c'est une étude qui était faite par le Pediatric Acute Lung Injury, le PALICI, et qui a parlé principalement de l'incidence de l'épidémiologie. Dans 145 unités de soins intensifs au monde, dans 700 enfants, on voit que l'incidence de la SDRA, c'est 3%, avec une mortalité moyenne de 17%. Cette mortalité peut varier en fonction de la gravité du SDRA, qui part de 12% lorsque le SDRA est modéré, jusqu'au 32% lorsqu'il est sévère. Les autres causes de la détresse respiratoire auxquelles on ne pense pas souvent, notamment l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies, qu'elles soient congénitales, mais aussi les myocardites. Il faut faire attention. On reçoit beaucoup de malades en détresse et ils sont en train de faire une myocardite virale, par exemple. Donc, il faut faire attention. C'est très important. Il faut toujours palper le foie lorsque vous êtes en train d'examiner un petit enfant. Lorsque vous avez un gros foie, attention, par exemple. Le traumatisme crânien par des lésions directes ou par l'embolie graisseuse qui est rare. Les noyades, sachant que le pronostic varie en fonction de l'eau dans laquelle l'enfant a fait sa noyade, et la mortalité reste élevée, et le passage en SDRA est fréquent lorsque la noyade est sévère. L'insuffisance respiratoire chronique peut décompenser en détresse respiratoire en 3 types, soit qu'il n'est pas connu insuffisant respiratoire, soit qu'il fait une surinfection, soit parfois il décompense en post-opératoire.
La coqueluche maline, on sait que l'enfant, entre la naissance et 3 mois, il n'est pas couvert par la vaccination. Et on voit encore des coqueluches sévères qui aboutissent à l'intubation en réanimation. Là, c'est juste une diapo sur l'hernie diaphragmatique, plutôt la paralysie diaphragmatique, notamment post-opératoire. On a eu quelques cas qui nous ont embêtés, principalement en chirurgie cardiaque, et auxquels il faut penser déjà, et faire les diagnostics et la prise en charge. Des tumeurs compressives comme ça. Rapidement, comme bien sûr, un des moyens de traitement de la détresse, c'est l'intubation. Il faut être vigilant lorsqu'on veut intuber un malade en détresse respiratoire. C'est très très important parce qu'il y a énormément le risque d'inhalation, l'intubation sélective parce qu'on est un peu stressé pour intuber, l'arrêt cardiaque, donc il faut vraiment être vigilant. Ces détresses respiratoires aboutissent à l'intubation dans 64-65% des cas. Les modalités ventilatoires, lorsqu'ils sont intubés, varient entre 59% un support ventilatoire invasif avec 17% de VNI, 80% de ventilation mécanique. Donc en gros, le 1/5 ventilation non invasive et le reste ventilation invasive. On sait que la VNI a rendu énormément de service pour les bronchiolites en réduisant la morbidité, la durée de ventilation et la durée de 6 jours. Un mot sur l'oxygène à haut débit, c'est quelque chose qui a connu beaucoup d'intérêt avec la Covid-19. Mais dans la littérature, ce n'est pas encore précis. Il y a plein de recommandations qui disent que ce n'est pas encore validé. On n'a pas assez de recul et de données pour dire qu'il est efficace ou pas par rapport à notre mode ventilatoire. Comment régler le respirateur, quel mode ventilatoire utiliser lorsqu'on fait de la ventilation mécanique. C'est principalement ce qu'on appelle la VSI, la CIMV des anglo-saxons, et la pression contrôlée. Donc les deux modes ventilatoires qui sont fréquemment utilisés par les différents services de réanimation, c'est ces deux modes-là. Là, chez vous, on peut avoir recours un peu, mais dans la littérature, il n'améliore pas la survie, voire il augmente la mortalité dans certaines séries de SDRA. Rapidement, bon, je pense qu'on n'a pas trop le temps. Ça, c'est la recommandation de la conférence de consensus de la ventilation mécanique, comment régler les paramètres ventilatoires, notamment en SDRA. Donc, en gros, il faut laisser souvent le patient ventiler spontanément à chaque fois qu'on peut, sauf si la pathologie est grave. Volume corps entre 5 à 8 ml/kg, parfois beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'un SDRA. Une pipe physiologique de 3 à 5, parfois beaucoup plus importante jusqu'au 15. Pression de plateau à ne pas dépasser ces 28 à 30, en sachant que les respirateurs actuels ils permettent de faire une ventilation sécuritaire. Il faut juste savoir un peu régler ça, j'ai presque fini. Comment sevrer l'enfant de la ventilation? Deux manières de faire qui paraît dans la littérature, soit la pièce en T, soit pression avec un support de 10 cm d'eau. Et dans la littérature, il n'y a pas de différence entre sevrer en pression spontanée avec 10 de DED et sur un tube en T, en sachant qu'il faut faire attention, lorsque l'enfant est petit, il ne faut pas lui créer un espacement important. Donc pas de tube en T. Chez les nourrissons et les nouveau-nés, sinon ils vont se mettre en hypercapnie, ils vont somnoler, on ne va pas pouvoir les extuber. 4% d'échec, et là, je dis, la ventilation non invasive après l'échec d'extubation peut avoir un intérêt important en réanimation pédiatrique. Et en conclusion, la détresse respiratoire, c'est un motif fréquent d'admission aux urgences pédiatriques. Encore une fois, le diagnostic est clinique. On peut faire le diagnostic positif de gravité et même étiologique en voyant et en entendant l'enfant. On peut s'aider par quelques éléments paracliniques, notamment un radiothorax et un petit bilan inflammatoire. Il faut penser au corps étranger. À chaque fois que vous êtes devant, par exemple, une pneumopathie un petit peu traînante et lorsque vous avez des anomalies radiologiques atypiques, parfois on demande même un scanner et on voit sur un avis de spécialiste qu'il y a des foyers de rétraction. Ne pas oublier les causes extracardiaques. Il y avait un petit apport de la VNI, principalement dans les bronchiolites. Je vous remercie. Merci Mamouchi d'avoir respecté le temps. La parole est à la salle. Si vous avez des questions. Oui, c'est la Bible. Oui, non. Merci. Mais l'essentiel des choses, c'est de faire la différence entre la détresse respiratoire d'origine respiratoire et d'origine cardiaque. Maintenant, quelle est la place des marqueurs biologiques chez l'enfant? BNP, pro-BNP par exemple. Est-ce qu'elle a une place pour différencier ce qui est cardiaque de ce qui est respiratoire en matière de la détresse respiratoire aiguë chez l'enfant? On demande de temps en temps la troponine, BNP et pro-BNP, mais sur des terrains un peu particuliers, on sait qu'il y a une atteinte myocardique. Mais généralement, ce n'est pas fréquent. On voit pas mal de myocardite virale à son niveau, mais l'échocardio vous montre déjà sur un code sonde écho, vous voyez que le cœur ne bouge pas.
Généralement, on a assez de données. Ils peuvent être d'un petit apport, mais vraiment, je ne me rappelle pas que j'avais vu des taux de BNP comme chez l'adulte très élevés pour dire que c'est une insuffisance cardiaque. Franchement, ça n'apporte pas beaucoup de choses et on peut faire autrement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent les confrères. Je pense que ces derniers jours, nous voyons pas mal de syndromes inflammatoires post-Covid. Et ils se présentent souvent dans des tables un petit peu bâtards, avec des troubles digestifs et souvent de la dyspnée, et de la fatigue, de la fièvre, etc. L'examen clinique pour des gens avertis, en général, on arrive à y penser, hein, une auscultation cardiaque, le bruit de galop, tout ça, l'hépatomégalies. Le pro-BNP est très élevé dans ces situations. Donc ça peut aider pour les gens qui aiment bien les examens complémentaires, mais bon, un bon examen clinique peut déjà évoquer le diagnostic. Donc pro-BNP, utile dans les atteintes myocardiques, clairement, c'est utile chez l'enfant comme chez l'adulte. Il y a une étiologie sur laquelle tu n'as pas beaucoup parlé, c'est l'origine métabolique. L'acidocétose diabétique est souvent prise pour une bronchiolite chez le petit nourrisson. Alors méfiez-vous, les nourrissons qui sont les diabétiques qui se révèlent par acidocétose chez le nourrisson, petits nourrissons peuvent s'exprimer par une polypnée, une espèce de détresse respiratoire, alors que c'est une acidocétose diabétique. Et à mon avis, le dextrostix doit faire partie de l'examen clinique d'un petit enfant ou d'un enfant en général, à cause de tous ces troubles d'aglycémie. Mais je voudrais, puisque j'ai le micro, revenir à la communication du professeur Qureshi. Je sais pas, j'ai vécu l'époque où je faisais l'anesthésie et puis j'ai appris à extraire les corps étrangers. Donc, vous avez fait une présentation d'un opérateur qui extrait les corps étrangers. Les anesthésistes qui ne peuvent pas extraire les corps étrangers sont peut-être restés sur leur faim par rapport à ça. Donc peut-être un bref mot sur l'anesthésie pour ceux qui ne peuvent pas faire l'extraction des corps étrangers, parce que quand même c'est pas une chose simple. Il faut apprendre à les faire. Il y a des petites astuces. C'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça. On va dire moi je vais faire le corps étranger, je prends le bronchoscope et je rentre et je fais le corps étranger. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Vous avez eu le privilège de faire partie d'une équipe qui a très tôt vu les problèmes liés à cette prise en charge et le manque d'experts disponibles, surtout en urgence, qui a pris le pari de faire les corps étrangers et de former une équipe. Tout le monde n'a pas ce privilège. Voilà. Bon. Oui, dans le même contexte, moi, c'est Alain, moi je te pose une question. L'indication pour extraction de corps étrangers, vous faites quelle dose de propofol et quelle dose de rimefantanil à l'indication? Est-ce que vous n'avez pas de complications pires à l'extraction du corps étranger, complications respiratoires? Parce qu'au FS, on a quand même assisté, quand j'ai assisté à FS, qu'on a assisté à des complications qui sont graves, pneumothorax, même l'arrêt cardiaque. Donc, est-ce que vous n'avez pas de complications? Et on a remarqué, sincèrement, que l'utilisation du curare permet d'éviter les complications respiratoires. C'est l'extraction des corps étrangers. Oui. Merci beaucoup. Je fais partie précisément de cette équipe qui a un petit peu pensé à ce que quiconque s'est intubé doit pouvoir savoir extraire un corps étranger des voies aériennes. Car le problème et le pronostic est tellement grave qu'un enfant qui vient en train d'étouffer sous vos yeux, vous devez impérativement, certes, le garder en position demi-assise, et vous avez bien insisté sur cela, aussi bien les deux parties qui parlent des détresses respiratoires ont insisté sur cela, et il faut se dépêcher d'enlever ce corps étranger. Faut-il attendre demain? Je pense que le mettre en sous-surveillance, c'est-à-dire que l'enfant est relativement calme, il a bloqué peut-être un corps étranger dans une bronche, il respire calmement. Dans un service de réanimation chaud, l'équipe médicale et paramédicale est occupée à toute autre chose. Et elle peut tout à fait oublier cet enfant qui va déplacer son corps étranger, faire un laryngospasme, mais on n'aura peut-être pas le temps d'attendre qu'il s'en sorte. Donc moi je suis pour, première règle, c'est que quiconque s'est intubé doit savoir extraire un corps étranger. On le faisait à l'époque avec, on anesthésiait sous allotane, on faisait une pulvérisation de xylocaïne, puis on travaillait sans aucune difficulté en laissant une sonde nasogastrique
près des voies aériennes supérieures, en ventilation spontanée, et ont travaillé, je vous jure, sans aucun problème. Vous avez oublié de citer une série qui a été honorable, puisqu'il y a plus de 20 ans, Madame le docteur Belriti a fait sa thèse sur les corps étrangers des voies aériennes, et il y avait une très longue série qui parlait de 10 ans d'expérience de l'extraction de corps étrangers. Et je vous jure que tous les accidents dont vous parlez, je les ai jamais connus. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas peut-être grossir, si vous voulez, la difficulté de celle-ci. Faut-il utiliser telle ou telle chose? Je pense qu'il faut utiliser la technique. Un anesthésiste réanimateur sait utiliser toutes les techniques. Il va savoir celles qui sont les moins chères, les plus efficaces, les moins dangereuses. Je crois que c'est quelque chose qui est facile à faire. Je voudrais d'abord remercier mon collègue et ami qui a bien voulu parler de façon qui m'a vraiment ému, de l'ancienne équipe. Et moi, j'ai la chance d'être déjà, enfin la chance relative, d'être déjà retraité, mais mon collègue, donc c'est Doré, est encore actif. Et on faisait cela vraiment, pratiquement, on avait 3 cas par semaine. Et je vous jure que vous avez parlé aussi d'une équipe, ça m'a entraîné. Il suffit d'un anesthésiste qui connaît son métier, avec un infirmier qui va le servir. C'est vrai qu'il m'est arrivé un accident avec un infirmier anesthésiste. Vous savez qu'on utilise de l'atropine. Et que l'atropine à l'époque, ressemblait beaucoup à l'adrénaline. Et j'ai eu une injection d'adrénaline directe, comme si c'était une atropinique. Parce que précisément, peut-être que l'infirmier n'était pas. Mais ce n'est pas sa formation, c'est seulement son manque de vigilance qui a permis cet accident. Donc je vous remercie et je vous félicite pour ce que vous faites. Et je rejoins maintenant mon autre collègue, Sahih Mamouchi, qui a parlé des détresses respiratoires. Je crois que les détresses respiratoires, lorsqu'elles sont aussi situées, c'est-à-dire épiglottite ou encore laryngospasme ou encore corps étranger, ça rentre dans une autre situation que ceux qui sont plus bas situés. Et donc, je crois qu'il faut rester vigilant vis-à-vis de cela. D'abord, faire un diagnostic de gravité de la situation. Et ensuite, à se poser la question d'une éventuelle discrimination étiologique. Merci de votre attention. Monsieur professeur Alaoui, question après, puis professeur Hafidi. Tout d'abord, je tiens à remercier mes amis pour ces 2 belles conférences. Je rebondis sur la médiatisation de cet accident d'inhalation de corps étranger. C'est une médiatisation qui va intéresser aussi bien les parents et les membres de la famille, mais aussi les professionnels de santé. Au jour d'aujourd'hui, après cette challenge depuis des années par rapport au corps étranger, on a toujours des malades, des enfants qui sont vus par des professionnels de santé, médecins généralistes, pédiatres, pneumologues, chez qui les parents arrivent avec le syndrome de suffocation, le syndrome de pénétration, et avec ça parce que l'enfant est eupnéique ou l'enfant n'a pas de signe sur le champ, ou voire même il a des sibilants unilatéraux et qui signent en fait autre diagnostic que l'asthme, et on continue à traiter par des antibiotiques et par des corticoïdes, ou voire même par un traitement anti-asthmatique. Donc, il faut sensibiliser aussi les professionnels de santé par rapport à ça, parce qu'après, on a des radios avec des dilatations de branches pour laquelle vraiment l'extraction du corps étranger va rejoindre plutôt la lobectomie par voie chirurgicale. Donc, j'insiste sur la sensibilisation des professionnels de santé par rapport à ça. Et la médiatisation a été commencée depuis le temps. Quand j'étais interne chez M. Alaoui, c'est toujours le même défi, c'est convaincre aussi bien les professionnels de santé que les parents par rapport à ces accidents et aller en fait vers le centre. Je vais parler rapidement de l'expérience au niveau de l'hôpital. M. Alaoui a évoqué l'infirmier anesthésiste. À force de travailler, on en a 3, 4, 5 corps étrangers par semaine. Ceux qui sont urgents, ceux qui sont anciens et ceux qu'il faut prendre de façon différée parce qu'il faut mettre une corticothérapie et une antibiothérapie pour un peu lutter contre ce granulome que vous avez vu sur l'une des diapos de professeur Korachi et qui ne vous laisse pas travailler. Ça saigne et ça empêche de voir le corps étranger, ça empêche d'attraper le corps étranger. Donc, l'urgence dans l'extraction est en fonction de la date de l'inhalation du corps étranger, de sa nature. Et sur ces dernières années, on n'a pas eu beaucoup de complications, 3 ou 4. Un arrêt cardiaque sur un corps étranger qui s'est incrusté sur les 2 branches, et on a dû traiter en plein bradycardie, et puis quelques 2 ou 3 pneumothorax en utilisant les mesures
de protection. Voilà, avec une très belle équipe d'anesthésie réanimation. Merci. Je finis, je rebondis sur la remarque du professeur Alaoui. Je finis. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut faire les corps étrangers rapidement. Mais lorsqu'il s'agit d'une seule personne qui fait les corps étrangers, ce n'est pas possible. Quand je suis arrivé au service, le professeur Addouri est parti. C'était que pour ma gueule, excusez le terme. J'en faisais tous les jours. Toutes les semaines, j'étais d'astreinte. C'était très fatigant, donc après, on devait absolument retarder certains patients. Maintenant, on peut être fier. On est 4 maintenant. Il y a 3 professionnels, moi, professeur Ben Talha, professeur Hafidi, nous sommes fonctionnels 100% seuls avec un infirmier anesthésiste. Notre collègue, l'Arbi Defeli, qui est un jeune spécialiste, est en train de se former là-dessus. Là, oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, maintenant, on les fait 24 heures sur 24. À chaque fois qu'il y a une détresse respiratoire, on est appelé. Et d'ailleurs, il n'y a même pas 4 semaines ou 5 semaines, j'étais appelé 2 fois, 1h du matin, 4h du matin, pour faire le corps étranger. C'est très fatigant, mais c'est très satisfaisant comme pathologie, parce qu'une fois que le corps étranger est extrait, l'enfant reprend une ventilation spontanée et correcte. Je rebondis sur la dernière remarque. Je vous ai peut-être laissé sur votre fin, mais j'étais galant. Je ne voulais pas laisser les pédiatres aussi sur leur fin. J'ai parlé d'autres aspects, mais quand même, j'ai touché un petit mot par rapport à la ventilation. Est-ce qu'il faut faire la ventilation spontanée et contrôlée? Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, chacun fait comme il le sent. Et plus spécialement pour l'anesthésie des corps étrangers, c'est une expertise qui se prend pendant le temps en faisant de plus en plus de corps étrangers. Et curare, je suis d'accord avec toi, il faut toujours utiliser les curares. Rapidement. Rapidement, s'il vous plaît, nous, on fait 3-4 par semaine, on les fait en urgence. Bien sûr, on n'attend pas le matin pour plusieurs considérations, mais aussi parce que l'équipe est prête. Un autre paramètre de décision curalisée ou pas et quelle qualité d'anesthésie, je pense le corps étranger et le type de corps étranger et l'état du malade conditionne énormément la manière d'anesthésie. Il y a des anesthésies qui se passent sans que peut-être tout se passe bien avec 100% de saturation. Il y a d'autres où tu transpires devant le malade parce qu'il ne monte pas au-dessus de 60% de saturation. Donc c'est extrêmement important quel type de corps étranger on a à faire en anesthésie. Donc, je pense que juste une petite précision concernant le curare. Donc les corps étrangers, donc l'ORL, il fait juste une exploration et il communique avec toi. Si l'extraction est l'allure simple, donc on laisse la spontanée, c'est les un peu adhérents problématiques, au moment d'extraction, on curalise. Donc il y a des fois on curalise, des fois on ne curalise pas. Juste avant de finir, donc, mon ami il a besoin de poser une question. Oui, juste rapidement une question d'ordre pratique à mon ami professeur Qureshi. Je voudrais profiter de ton expérience avec la belle équipe que tu as. Quand l'extraction est multifragmentaire, quand le corps étranger est organique, qu'est-ce que vous faites en ultérieur? Est-ce que vous programmez une autre bronchoscopie? Il faut faire des examens? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Généralement, c'est le cas avec les cacahuètes. D'accord? Ils se fragmentent lors de l'extraction. Si on est sûr qu'on a tout enlevé avec un contrôle bronchoscopique, on voit, on aspire et on ne recontrôle plus. Mais si on a un doute, on met le patient sous antibiotiques, sous corticothérapie et on n'hésite pas à recontrôler une deuxième fois après une semaine, une dizaine de jours.